Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. This is radiopirate.com. Et la vie est un combat. Je sais qu'on va avoir un Damn Yankee dans les prochaines minutes, dans le prochain podcast. Ça fait longtemps. On va faire homemade. Habituellement, on a souvent des invités quand on fait un Damn Yankee. Mais je veux commencer pareil par... il y a beaucoup de choses cette fin de semaine. Beaucoup de choses. Mais, veux pas... En tout cas, à mes yeux, à moi, puis je vous dirais, même ceux qui ne suivent pas nécessairement la politique américaine n'avaient pas besoin... Vous n'avez pas besoin d'être si impliqué que ça pour comprendre ce que je pense qui a été un des plus gros événements des 20-30 dernières années dans le domaine des médias. Et c'est le podcast de Joe Rogan avec Donald Trump. As-tu écouté pas mal, Jerry? J'ai écouté des bouts seulement. OK. Toi, Mr. White, t'as écouté pas mal? Moi, je l'ai carrément écouté au complet. OK. Donc, moi, j'ai écouté à peu près 60%. Si je rajoute un peu toutes les bouts là, que j'ai pas vues, que j'ai vues, peut-être que j'ai un peu plus, là. Mais il me reste quelques affaires. C'est juste que j'ai comme écouté par partie, parce que c'est quand même 3 heures, mais c'est la beauté de ça. Ben, c'est la beauté du podcast. C'est la beauté du podcast. T'écoutes un moment donné. Tu peux l'écouter en 3 bouts, si tu veux. Tu sais, j'ai fait un tweet hier là-dessus, sur X, après avoir écouté une grosse partie du podcast. Et j'en revenais pas. J'en revenais pas comment... Parce que, tu sais, des fois, on est peut-être un peu pessimiste sur le futur. On se dit que... parce que les fascistes sont pas du côté que eux disent. Les fascistes sont de l'autre côté. Ceux qui veulent limiter la liberté d'expression et contrôler les plateformes pour être certain que des gens comme vous et des gens comme nous, on ne soit pas entendus. Ce sont les gens qui crient au fascisme à longueur de journée depuis quelques semaines. On est même rendu avec Hitler. OK? Donc, c'est quand même assez sauté, cette patente-là. Mais la réalité, c'est que la gauche veut absolument vous menotter dans un monde où elle décide. Regarde, je vais vous lire un peu le tweet que j'ai fait hier. Puis à partir de là, on pourra jaser du reste. Mais je pense que le tweet que j'ai fait résume assez bien ce qui se passe. Et ça bouillonne depuis un bout, là. Il n'y a rien de nouveau ce matin, là. Je veux dire, on n'est pas en train d'inventer le podcast et les longues entrevues ce matin, mais c'est juste que on voit l'impact maintenant de ce qu'est les podcasts et les nouvelles plateformes également. Donc, comme j'écrivais au cours de la fin de semaine, j'ai dit, on a déjà cru que les médias traditionnels étaient nos alliés. On pensait que c'était nos amis, on pensait que c'était notre gang, on pensait qu'ils étaient là pour nous défendre. On pensait qu'ils étaient avec nous. On était certain que les journalistes étaient avec nous en bas et que les journalistes s'occupaient de nous protéger de ceux qui étaient sur la galerie en haut puis qui se faisaient un party puis qui nous ridiculisaient un peu. Trump et la COVID ont fait réaliser à peut-être 1 milliard, peut-être 2 milliards de personnes sur la Terre que finalement, les médias, les journalistes, les chroniqueurs dans les journaux, la TV, la radio, on a affaire là-dedans à des gauchistes radicaux, une gang d'idiots, des paresseux, des gens qui ne travaillent pas très fort, une gang de peureux et d'anxieux, des menteurs, des astis de menteurs, des vrais de vrais menteurs, prêts à n'importe quoi pour vous rentrer ça dans la gorge. Ils sont prêts à dire n'importe quoi. Ils sont prêts à mentir à leur propre mère. OK? Des imposteurs. OK? Parce qu'on n'est même pas sûr, dans le fond, on n'est même pas sûr si c'est ce qu'ils nous racontent ou nous disent qu'ils le pensent vraiment. C'est souvent juste pour être dans la bonne gang puis se faire flatter par la gang. On a affaire à une gang de communistes, on sait, là, c'est des communistes purs. Et eux qui crient au fascisme, ce sont les fascistes. C'est eux qui veulent vous empêcher de voter pour qui vous voulez, qui veulent vous empêcher de dire ce que vous avez à dire, qui même veulent vous enlever le droit de challenger l'autorité. C'est carrément ça. Ils sont avec les gouvernements pour contrôler vos vies. Ils veulent vous dire quoi dire. Ils veulent ils veulent vous dire quoi penser. Ils veulent vous dire quoi manger. Ils veulent vous dire quoi consommer.
Ils veulent vous dire combien de voyages vous allez faire. Ils veulent vous dire également quel genre de voiture vous devez conduire. Ils veulent vous dire pour qui voter aussi. Puis ils veulent même vous forcer à faire quelque chose que vous ne voulez pas, comme genre mettre quelque chose dans votre corps que vous avez décidé que ce n'est pas quelque chose que vous aviez besoin ou ce n'est pas quelque chose que vous trustez. Mais ce sont surtout les kings, quand on parle des médias, ce sont surtout les kings de la division. Ce sont des gens qui ont compris qu'avec la stratégie de diviser, il n'y a rien de mieux pour régner. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On l'a déjà dit, mais on va le répéter pareil. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on choisit qui sont les bons. On choisit surtout qui sont les méchants. Et une fois qu'on a identifié les méchants, on va d'abord on va leur mettre un label, on va les identifier comme il faut. Ils vont être étiquetés méchants. Là. On va répéter régulièrement qui sont les méchants. Toute la manière de faire, on la connaît en plus. À partir du moment où on a trouvé le méchant, on va pouvoir inventer n'importe quelle histoire pour les démolir. Il n'y a aucune limite. Les fameux gardiens de la démocratie que sont les journalistes, c'est eux qui se sont inventés ce terme-là en passant. On y a cru probablement un bout de temps. Mais les gardiens de la démocratie peuvent inventer n'importe quel fucking bullshit. Et eux, il y aura zéro conséquence, ils sont dans la bonne gang. Parce que eux, la liberté qu'ils veulent vous enlever, elle est totale pour eux. C'est ça la différence entre nous et eux. Mais la bonne nouvelle, ils sont en train de mourir. La bonne nouvelle, ils sont sur leur lit de mort. Les médias traditionnels sont en phase terminale. Les seules personnes qui sont encore convaincues ou manipulées par les médias traditionnels, les médias mourants, c'est des gens qui ne seront plus là dans 10 ans. OK, ça, c'est la bonne nouvelle. L'autre bonne nouvelle, c'est que la relève a déjà... On est dans les bonnes nouvelles. La relève a déjà pris le contrôle. C'est fait. YouTube, incroyable. YouTube, c'est incroyable. YouTube, je pense qu'on est rendu ce matin à 35 millions de vues, à peu près, pour le podcast de Joe Rogan. C'est incroyable. 35 millions de vues. Je vais vous donner des chiffres tantôt, vous allez capoter bien raide. X, tu sais, hier, lors de l'événement du Madison Square Garden, il y avait toutes sortes de médias qui ont un compte sur X et qui diffusaient l'événement live. Un 3 millions à une place, un 7 millions à l'autre, un 5 millions là. Là, tu accumulais ça, tout ça ensemble. Tu disais, mais il n'y a aucune chaîne de télévision que ces chiffres-là, ça n'existe pas, là. Donc, on a vraiment démocratisé toutes les choses que nous, on aime via les plateformes comme YouTube, X, rajouter TikTok, rajouter Reddit, rajouter Snap, et mettez même Facebook et Instagram. Je sais que Facebook et Instagram, souvent, on a comme l'impression que c'est comme du passé, mais les plus gros chiffres avec YouTube, c'est Facebook et Instagram. OK? Ils sont là. Mais ce qui révolutionne le plus et qui accélère la vitesse de la mort des journaux, de la TV et de la radio, c'est le podcast. Il y a quelques années, je me retenais de dire la radio, puis c'est pas parce que j'y étais. J'ai jamais eu peur de parler de la décroissance de la radio, même pendant que j'y étais. Sauf que la décroissance de la radio n'était pas aussi grande et aussi rapide que celle des journaux et celle de la TV. Mais le game changer pour la radio, ce qui l'a rendu très, très vieille en très peu de temps, c'est Spotify. Spotify, le deal pour la musique, donc toutes les stations de radio de musique sont devenues un peu inutiles. Donc, combinez ça avec XM Sirius dans vos voitures, veut dire, qui a besoin vraiment d'une station musicale dans son coin qui joue la même musique finalement à Gaspé qu'on joue à Montréal? On n'en a pas besoin. Et pour le parler, c'est le podcast. Le podcast qui a été, je dirais, c'était une des grosses, dans le thinking de développer Spotify, oui, beaucoup les artistes, beaucoup la musique, mais on a jumpé dans les podcasts et on a signé une couple de gros noms, dont entre autres Joe Rogan. En passant, si vous avez à peu près 30-35 millions de vues sur YouTube pour un podcast de Joe Rogan, parce que Spotify a une entente avec YouTube pour avoir les droits, parce que il a été signé par Spotify.
c'est à peu près, quand il n'y a pas d'image, c'est à peu près 2 fois à 3 fois les chiffres que vous allez avoir, qui ne sont pas disponibles, mais vous pouvez faire un calcul de même, 2 à 3 fois. Donc, ça veut dire que s'il y a 30 millions de vues sur YouTube, c'est entre 60 et 90 millions de downloads pour le podcast de Spotify ou c'est ailleurs aussi, parce que je sais que Spotify permet à Rogan de l'éparpiller un peu partout. Eux, ils ramassent l'argent via la pub qui est diffusée là-dessus. Donc, quand il y a de l'image, surtout quand c'était le cas de Rogan avec Trump, on voulait voir son bel habit bleu, on voulait voir que les deux, la relation, comment ils se regardaient, etc., etc. On peut être plus proche de 2 que de 3. Donc, il y a probablement, à l'heure où on se parle, 90 millions de personnes qui ont écouté un bout du podcast de Reagan, pas de Reagan, mais de Rogan avec Trump, soit en audio, soit en vidéo. C'est incroyable, ces chiffres-là. C'est incroyable. Tu sais, la plus grosse entrevue qu'a eu Kamala Harris, puis c'est pas de sa faute, probablement que si elle va à Joe Rogan, elle aura les mêmes chiffres. Parce que les gens, autant les gens qui l'aiment que les gens qui ne l'aiment pas vont l'écouter, un peu comme ce qui est arrivé avec Trump. Quand je regarde les chiffres de la télévision, c'est des chiffres ridicules. Là. Vous avez des chiffres vraiment, vraiment ridicules. Vous avez des chiffres, je vais juste m'assurer que j'ai les bons chiffres. Elle était à Fox. C'est l'entrevue qui lui a donné le plus d'écoute. Et les chiffres que j'ai pour Fox, attention, j'ai Fox News, 7,8 millions de vues. Son entrevue à 60 Minutes, c'est 5,7 millions de vues. Sa visite à The View, c'est 3,1 millions de vues. À peu près. Donc, si on regarde ces chiffres-là, là, ça ressemble à ça pas mal. Ça, c'est de la TV conventionnelle. Ouais. Ça, c'est la TV conventionnelle. Donc, vous voyez que vous n'êtes pas capable de concurrencer avec ça 0, 0, 0, 0. Là, les chiffres ne se comparent même pas. Là. Dire, c'est sûr que Fox a eu des vidéos qui se sont promenées aussi. Ils ont fait du découpage. Ils ont eu de l'exposure, mais via les plateformes que je suis en train de vous parler là. Donc, YouTube, X, TikTok, Reddit, Snap, Facebook, Instagram, ça révolutionne parce que c'est là où les gens sont. Ils ne sont plus devant un écran noir et blanc ou ils sont plus devant une TV avec des oreilles de lapin. Ils sont sur ces plateformes-là et ils écoutent des podcasts. Et pourquoi le podcast est en train de complètement scraper tous les médias, incluant ma bonne radio qui me permet de faire ce que j'ai fait? Je suis un gars très, très fier de mon passé de radio AM et de radio FM, très, très, très fier, puis de radio satellite aussi. On a été dans les pionniers pendant 6 ans sur XM. Très, très fier de cette époque-là, mais, tu sais, je veux dire, les choses changent. Quand j'ai switché du AM au FM, je savais que c'était la mort du AM. Le AM n'allait pas disparaître complètement, mais je savais que c'était la fin de son règne comme bande qui dominait la radio depuis une 50aine d'années. Eh bien, aujourd'hui, on sent la même chose et le podcast est pas mal la raison, la liberté d'un podcast, c'est ce qu'il y a dans un podcast. Aucune contrainte de temps, aucune contrainte de temps. Vous avez quelqu'un en avant, vous jasez, vous êtes en train... C'est pas une entrevue. C'est pas un podcast, c'est pas une entrevue. C'est des gens qui jasent. Une discussion. C'est une discussion, c'est pas une entrevue. La télévision fait des entrevues. La radio fait encore des entrevues. Je sais pas pourquoi, mais... Les gens ne veulent plus avoir des entrevues. Ils veulent du monde qui s'assoit et qui jase entre eux. Une discussion, comme tu dis. Il y a énormément de diversité. Tout le monde peut partir sur podcast audio ou vidéo avec tous les sujets inimaginables. Tous les sujets inimaginables sont possibles. Et la beauté de ça, c'est que n'importe qui maintenant, avec les coûts qu'on a associés à la technologie, n'importe qui peut partir son podcast avec ses propres intérêts. C'est là où les médias traditionnels ne peuvent plus concurrencer. Tu sais, quelqu'un qui se dit, je vais faire, moi j'écris dans le journal La Presse, j'écris sur la F1. Ça a été ça pendant 30 ans de temps. Aujourd'hui, on écoute des podcasts, on écoute des choses sur YouTube sur la F1, où on écoute encore soit des pilotes actuels ou encore des anciens pilotes qui font des podcasts. Et là, ben, tu as des ingénieurs, tu as ci, tu as ça. Le gars de la presse, oui. il est plus là, ben. Le gars de la presse, il est foutu. Ben, le gars de la presse, il est foutu raide, là. Foutu.
Donc, le podcast est en train de vraiment de faire mourir tout le monde. Mais c'est la bonne nouvelle pour, je dirais, pour la démocratie. Tu sais, les médias veulent des règles. Ils veulent des règles sur les plateformes. Ils veulent que X soit réglementé. Ils veulent que toutes les plateformes soient réglementées. Les médias veulent ça. Les journalistes veulent ça. Les politiciens veulent ça. Ils veulent qu'il y ait même des interdictions sur les plateformes. Et ça, les médias le savent, que s'ils ne sont pas en train de fighter les plateformes en question, c'est la mort. C'est la mort à une vitesse vertigineuse. Ça va accélérer leur fin. Et ces plateformes-là vont permettre à toutes les idées de se promener. Et plus les idées se promènent, et plus les médias... Ben d'abord, on s'est rendu compte qu'on se fait fourrer pendant des décennies et des décennies. Ça, c'est la pire des choses. Et là, on voit toutes ces idées se promener là, puis on regarde les médias essayer de nous faire croire qu'il y a un rassemblement à New York, puis c'est un rassemblement de nazis, etc., etc. Ben là, on les ridiculise parce qu'on voit que tout circule, on voit ce qui se passe, on voit ce qui se passe à l'intérieur. Bon, on se dit, tabarouette, what the fuck? Qu'est-ce qu'ils sont en train de parler là? Oh oui, le podcast est maintenant king. Le podcast, c'est le roi des médias actuellement. C'est de toutes les patentes, podcast audio, podcast vidéo. Le podcast sera le seul et le vrai défenseur de la démocratie dans l'avenir. C'est pour ça que c'est eux autres les fascistes, en réalité. Ben oui. Ben oui, c'est eux autres. Parce qu'un fasciste, ça veut pas... Le fascisme, c'est anti-libéralisme. Oui. C'est ça, la base du fascisme. Mais moi, anti-liberté individuelle. Voilà. Mais ils sont rendus en bout de vie pour essayer de crier au fascisme, alors que ce sont eux les fascistes. Ce sont eux. Ils se voient même plus. Eux autres, est-ce qu'ils veulent que tout le monde ait le droit de parole? Non. Tout le monde s'exprime? Non. Juste la gauche, juste les démocrates, juste les journalistes et juste les médias traditionnels. Pas les autres. Mais c'est eux autres les fascistes. Voilà. Dans une décennie, dans une dizaine d'années, dans 20 ans, quand on va analyser qu'est-ce qu'étaient les médias dans les années 50, des années 60, etc., et que les gens vont se poser la question, c'est quand est-ce que le podcast est devenu le média dominant parmi tous les médias? On va se demander, à partir de quand? La réponse est très simple. Les podcasts existent depuis 20 ans, 25 ans quasiment. J'ai parlé de podcast la première fois dans une réunion à Radio X je pense que c'est en 2002. OK? Donc, ça fait à peu près 20 ans, 22 ans que ça existe. Mais quand est-ce qu'on va dire, OK, le podcast est devenu le média dominant? C'est à partir de quand? La réponse, c'est 25 octobre 2024. 25, c'est là qu'on vient de réaliser la force de la patente. C'est là qu'on vient de réaliser que le podcast, que les plateformes que je vous ai parlé, si elles ne sont pas prises en contrôle par les politiciens et les groupes de gauche, c'est eux qui vont sauver la démocratie. C'est eux qui vont préserver nos droits, etc. Rogan, Trump, Musk, YouTube, Spotify viennent de changer le monde le 25 octobre 2024. Et la beauté de ça, c'est que personne ne le sait encore. RadioPirate.com. A definite breakthrough step in home entertainment. Damn Yankees podcast at Radio Pirate, yeah. Damn Yankees podcast at Radio Pirate, yeah. On va parler de l'événement du week-end. Ben, il y a eu 2 événements ce week-end. L'événement du week-end, ça a été l'entrevue avec Joe Rogan. Est-ce que Joe Rogan aura Kamala Harris? Regardez. Moi, je pense que Kamala Harris gagnerait d'aller à Joe Rogan parce que c'est ça. C'est sûr qu'on se rend compte qu'elle est psycho un peu. Là. À part, elle n'est pas focus.
Ouais, être dur à suivre. C'est quelqu'un de. Mais c'est toujours qu'ils l'ont choisi, là. Je veux dire, si tu veux qu'on fasse. Mais je suis pas certain que ce serait négatif pour elle. OK? C'est quand même 3 heures. Là. Mais c'est 3 heures. Ouais, mais tu sais, c'est 3 heures. Mais Rogan n'est pas quelqu'un qui va l'amener dans le coin puis qui va la serrer tant que ça. Il veut juste la connaître. Mais c'est pas obligé d'être 3 heures. Tu sais, dans le podcast avec Trump, un moment donné, Trump, il dit, ils m'ont emmené ici, puis quand j'ai demandé combien de temps ça allait durer, ils ont dit ça peut durer 1 heure ou 3 ou 4 heures. Tu sais? La majorité des podcasts de Rogan sont aux alentours de 3 heures. C'est ça. Je dis pas que c'est 3 heures. Je dis juste que majoritairement, tous ces podcasts sont aux alentours de 3 heures. Mais moi, je pense qu'elle gagnerait d'aller là. Oh. Elle gagnerait d'aller voir Joe Rogan. Mais cet événement-là nous a montré en fin de semaine que, parlons de l'homme là, qui était là, Donald Trump, il n'est pas du tout l'homme qu'on nous décrit qu'il est. Il est-tu bon raconteur? Moi, je trouve que c'était un bon raconteur. Ben oui, puis c'est un gars que... Tu sais, avant, je connaissais pas trop Trump. Tu sais, je connaissais son nom, je connaissais toute la patente. Mais tu sais, je n'avais jamais porté d'intérêt à Trump. Puis je vous dirais que, probablement non plus même de son premier mandat. Dans son premier mandat, je me suis pas arrêté à l'homme tant que ça. C'est vrai. Puis on dirait que cette année, on dirait que depuis quelques mois, entre autres, il a fait ce qu'on avait dit à un moment donné. Je ne dis pas qu'il nous a écoutés, mais c'est ce qu'on avait soulevé. On avait dit, bon, avec toute l'attention sur Kamala Harris, avec toute la machine médiatique qui est derrière elle, Trump devrait prendre ce cool, aller dans les podcasts, aller rencontrer du monde. Puis c'est exactement ce qu'il a fait. Hey, excusez-moi, là. Il rentre dans la place, il danse avec YMCA qui joue, il fait un swing de golf. Ah ouais, donc. Quand il prend ça cool, il a l'air moins bonhomme. Exact. Ouais. Exact. Parce que c'est un bonhomme, là. Mais quand il est cool, justement, il est... Je sais pas pourquoi, on dirait qu'il change un peu. Ouais. Ben, c'est un bonhomme. Je ne sais pas si j'aime ça, cette expression-là, parce qu'il est tellement allumé. Tu sais, il est tellement... Des fois, quand on dit « Ah, c'est un bonhomme », c'est comme quelqu'un qui est arrêté dans ses idées. Tu sais. Je trouve pas tant qu'il est si... Je trouve qu'il y a un côté où il s'adapte beaucoup à tout ce qui se passe. Oh oui, oh oui. Tu sais, à un moment donné, dans le podcast, je sais pas si tu as pogné ce bout-là, où quand il parle qu'il est entré, tu sais, il est élu président, puis là, il dit on rentre dans la Maison-Blanche, puis là, ils nous font visiter, puis tout ça, puis il dit... Tu sais, il raconte tout en détail, tu sais, la grandeur des pièces. Il y a une chambre Lincoln, je pense aussi, il y a une patente. Là. Il raconte la grandeur du lit. Tu sais, il raconte tout ça en détail. C'est incroyable. On n'a jamais eu accès à ça. Ben oui, là. exact. Alors, Et lui, c'était monsieur tout le monde. Là. Il n'était pas politicien. Tu sais. Il dit, moi, je ne suis pas politicien. Ça fait qu'il dit, je n'étais jamais allé là, comme tel. Là. Oh oui, donc, non, c'est très puissant comme... Et là, l'autre chose, puis un peu plus tard, on vous fera entendre des bouts du podcast en question. Mais l'autre événement a eu lieu au Madison Square Garden. OK? Et ce qui s'est passé en fin de semaine est carrément dégueulasse. Tu sais, je veux dire, on a eu droit à toutes sortes de patentes. On a eu droit à des reportages qui sont tout simplement dégueulasses. Moi, je comprends plus rien. C'est, si quelqu'un peut être clairé d'un média pour questionnement sur est-ce qu'une fusée atterrit sur la Lune ou non, et qu'un journaliste qui fait la couverture américaine payé par nos taxes à la télévision de Radio-Canada raconte quelque chose de même. Périmètre de sécurité. On attend 20 000 personnes demain qui vont donc venir voir Donald Trump et J.D. Vance. Et vous l'avez dit, c'est le Madison Square Garden, dans une version précédente, il y a bien longtemps, en 1939, avait été le théâtre d'un grand rassemblement de sympathisants pro-nazis. C'était le 20 février 1939. Et à l'époque, c'était un groupe qui regroupait en fait des Américains d'origine allemande qui prêchaient pour le fascisme et qui étaient aussi en faveur d'une Amérique fasciste. Et donc, certains font évidemment le parallèle. Kamala Harris en parle souvent depuis quelques jours maintenant. Périmètre, Excusez-moi, là. Ça, c'est une disgrâce. Là. Et je sais que MSNBC le fait, je sais que le New York Times le fait, je sais qu'après tous les médias traditionnels l'ont fait. Ben, au Québec, TVA l'a fait aussi. Et TVA l'a fait aussi. Non, Oui, c'est ça. Ça, c'est carrément dégueulasse. Ça, c'est carrément... À partir d'aujourd'hui, tu sais, ils ont fait toutes sortes d'affaires pendant la COVID. Mais là, à un moment donné, ça suffit. Là. Il faut leur manquer de respect. 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 Il faut leur
il faut les attaquer quotidiennement. Ces gens-là sont des gens carrément dangereux. Premièrement, parlons-en du meeting qu'il y a eu au Madison Square Garden en 1939. Il le dit, c'était des Allemands américains qui étaient pro-Hitler à ce moment-là. Mais le Madison Square Garden, là, il existe. Le Madison Square Garden d'hier, c'était pas le Madison Square Garden de 1939. Je pense qu'il y a eu 3-4 Madison Square Garden, à 3-4 endroits différents, OK? Le Madison Square Garden de l'époque n'était pas à cet endroit-là, et c'était pas celui-là. Mais dans le Madison Square Garden actuel, depuis une vingtaine, 20, 25 ans, 30 ans, il y a eu un paquet de rassemblements du genre, le même rassemblement qu'hier soir, avec les démocrates. Je pense qu'il y en a eu 4. Il y en a eu 4. Il y a même eu la convention démocrate à l'époque de Bill Clinton. Ah oui. C'est incroyable. Il faut être vraiment, vraiment, vraiment de mauvaise foi. Puis à partir de ce moment-là, hier, c'était des attaques par-dessus des attaques. Moi, on a commencé à attaquer un de mes préférés, Kill Tony. Donc, Kill Tony qui fait... le gars, je ne sais pas comment ça se fait que les journalistes et les médias ne connaissent... C'est pour vous montrer comment ils sont complètement déconnectés. Le gars, c'est une méga star. Le gars a eu... Ils ont fait un podcast récemment dans un aréna et ils ont l'imitateur là, de Trump qui est écœurant. Puis ils ont l'imitateur de Joe Biden. C'est Tony qui a fait ce... Et ça a eu plus de minutes vues que le roast de Tom Brady, qui est l'émission et le show le plus écouté de l'histoire de Netflix. OK? Plus gros que ça, c'était sur YouTube. Leur show où ils ont un genre de... Il y a un genre de même Rogan arrive à un moment donné dans le show. Là, Trump... hey, Joe Rogan is a pussy. Joe Rogan. Là, Joe Rogan arrive. Joe Rogan's a good guy. He's a good guy. Là, c'était écœurant, ce show-là. Là. Excusez-moi, là. C'est malade, là. OK? Ça a été fait il y a quelques semaines seulement. Le nombre de minutes que ce show-là a été vu, c'est incroyable. C'est un méga hit. Puis Kill Tony, c'est un des gars qui a un des humours les plus décapants qu'il n'y a pas en ce moment aux États-Unis. Rappelez-vous le roast de Brady. Il a passé les Noirs, les Juifs. Il a traité Brady de fag. Il a traité Gronk de... Il a dit à Gronk, il dit, quand j'ai vu qu'il y avait du lait au chocolat dans le frigidaire, dans la cuisine, je savais que Gronk était là. Puis il dit, Gronk a arrêté de faire ses cartes au Père Noël pour venir sur le stage un peu. Tu sais, c'est le genre de gars complètement sauté, là. Kill Tony, c'est un malade, là. He's one of the best, là. One of the best. Il parlait de Jeff quelque chose, le gars qui était au roast de Tom Brady, là, qui était là à sa droite tout le temps, qui avait attaqué le propriétaire à un moment donné des Patriots. Il dit, Jeff est tellement juif qu'il regarde le football seulement pour le toss coin. Non, lui, il n'y a aucune limite. Et hier, les médias ont tombé dessus à un point tel que l'organisation de Trump est obligée de se dissocier de une de ses jokes. I don't know about you guys, but I think that Travis Kelce might be the next O.J. Simpson. Le malade. Feels good in here. The other side's got a lot of crazy endorsements. Swift, Eminem, Leo DiCaprio, Beyonce. Every day the Democratic Party looks more and more like a P. Diddy party. Oh, okay. Hillary Clinton said that this is a Nazi rally here today. Can you believe that? For the most anti-war president of my entire lifetime, and she calls him Hitler. Let me remind you, Hillary, it was your husband who shot innocent people, or as he called them, interns. Yeah, Hillary, I bet you did not see that one coming. By the way, if I commit suicide in 3 weeks, I didn't.
I mean, it's just obvious to me who the right candidate is. There's a guy out here dodging bullets. It is unbelievable, right? Et auparavant, ben, c'est là où il a fait la joke sur Porto Rico. Il a dit que c'était une île de garbage. Et même les Portoricains, on a essayé de craquer tout le monde hier. On a vu, là, tout le monde disait, il y a un invité. Ben, c'est pas un invité, c'est un gars qui est là pour réchauffer la crowd. Oh. C'est un partisan de Trump, mais c'est un comédien. C'est un gars de stand-up comique qui a aucune limite. Et même les Portoricains républicains ont dit, ben oui, on trouve ça, on connaît Kill Tony, on sait comment bitch il est. Ben oui, il n'y a personne qui est offensé de ça. Mais les médias ont fait à croire au monde qu'il y avait comme un genre d'invité politique qui était raciste. C'est ça. Ils prennent ça comme une déclaration politique. C'est pas une déclaration politique, C'est un show de... C'est un comédie, c'est un stand-up comique, je vais le faire. Ils sont incroyables. Ah, ils sont incroyables. Donc, cet événement-là, hier, a d'abord été extraordinaire, mais sérieux, tout ce qui a été dit alentour, même le maire de New York est obligé de rétablir quelques faits. Puis on sait que le maire de New York, bon, il a aidé Trump. Il y avait 20 000 personnes en dedans. Et selon les policiers, il y avait entre 70 000 et 75 000 personnes dehors qui ont été incapables de rentrer. Puis le monde disait, les gens qui haïssent Trump, pourquoi il s'en va à New York, il ne gagnera pas anyway? Bien, premièrement, beaucoup de monde arrivait de Long Island, beaucoup de monde arrivait du New Jersey, etc., etc. Des gens qui vont voter pour lui. Je ne veux pas dire que ces États-là, qui sont des États démocrates, vont lui donner des victoires, mais c'était symbolique, la patente. C'était symbolique d'aller justement dans la place qui représente la plus grande place démocratique. Oui, il y en a d'autres. Là. Il y a l'Illinois, il y a le Minnesota, il y a probablement le Colorado, il y a la Californie. Il y a quelque chose de symbolique avec New York. Et ce qu'il a fait hier, c'est juste faire disjoncter la gauche. La preuve, c'est que tout le monde écoutait ça en direct, comme si c'était un événement. Même Tim Walz écoutait ça hier sur, je ne sais pas trop quelle plateforme, je pense que c'était Twitch. Il était avec et aussi en train d'écouter live et de commenter live. Ça vous montre que c'était un genre de coup de marketing pareil comme je m'en vais faire des frites chez McDo. Ah ouais, mais il ne faisait pas des frites pour vrai, le McDo était fait. Mais c'est ça, c'est la même réaction. Pourquoi il s'en va à New York? Pourquoi il fait ça au Madison Square Garden? Il n'y a aucune chance de gagner, etc., etc. C'est pas ça le but. Le but, c'est ce qu'on fait en ce moment, on est en train d'en jaser. Et le maire de New York a été demandé pour... parce qu'on savait... Le Madison Square Garden, c'est l'aréna au monde le plus utilisé. OK? Dans une journée, des fois, il peut y avoir 3 shows différents, il peut y avoir 3 affaires différentes. C'est complètement crazy, cette aréna-là. Mais vu qu'on savait qu'on allait y avoir beaucoup de monde, ça prenait l'aide de la police, donc pour la sécurité, etc. Beaucoup de monde. Donc, le maire a été demandé, il y a eu des permissions qui ont été faites, etc. Et le maire de la ville de New York, le noir, là, okay, qui est un démocrate, il a donné un coup de main à Trump, et même que Trump l'a salué hier sur le stage, parce qu'il dit qu'il mange beaucoup de shit à cause d'avoir dit oui, puis d'avoir aidé l'organisation à préparer ça. Il mange beaucoup de shit. Mais je vais juste vous faire entendre ce qu'il a dit sur des déclarations irresponsables qui ont été faites sur le rassemblement d'hier. Ça, c'est quelque chose qui devrait être condamnable par tout le monde. Tout ce qui a été fait au cours de la fin de semaine sur le lien entre les nazis, Hitler et les gens qui étaient là hier, c'est vraiment, vraiment dégueulasse. You know, I have been had those terms hurled at me by some political leaders in the city, using terms like Hitler and fascist. My answer is no. I know what Hitler has done, and I know what a fascist regime looks like. I think, as I've called over and over again, that the level of conversation, I think we could all dial down the temperature. Voilà, je vais l'arrêter là parce que c'est la seule affaire qu'il faut retenir. Dial down the temperature, OK? Il dit, je sais très bien qu'est-ce que c'est un mouvement et un parti politique fasciste ou encore qu'est-ce que Hitler a fait. On l'a dit la semaine passée. On vous l'a dit la semaine passée quand je vous ai dit, moi, tout le lien entre Trump et Hitler, c'est tellement manqué de respect envers les victimes de l'Holocauste, ça n'a aucun sens. C'est vraiment, vraiment dégueulasse. Il n'y a rien de plus sauvage
que de voir que des gens, pour des raisons politiques, vont faire des liens avec une histoire terrible. Un des pires moments de l'histoire de l'humanité, là. Et quelque chose d'assez banal au niveau politique. Vous avez le droit de ne pas aimer Trump. Vous avez le droit de dire n'importe quoi sur Trump, ou à peu près. Mais il y a une limite à un moment donné qu'on doit atteindre. Et le fascisme, Jerry vient d'en parler dans le podcast précédent. Le fascisme, c'est pas ça, là. Le fascisme, c'est ceux qui essaient de vous empêcher de vous réunir quelque part en prétextant que vous êtes telle ou telle chose pour vous canceller. Ça, c'est une forme de fascisme. Pas des gens... Il n'y a pas de liberté individuelle dans le fascisme. Il n'y a pas de liberté individuelle dans le fascisme. Il n'y a pas de libéralisme dans le fascisme. Il n'y en a pas. Effectivement, il n'y en a pas. Il y a une gouvernance sur le monde, sur la plèbe. Mais ça aussi, ça accélère la fin des médias traditionnels tels qu'on les connaît parce que quand on vient à être... quand on est too much, à un moment donné, on finit par en payer le prix. Trump était de très de bonne humeur hier. Petit résumé vite de ce qui s'est passé au Madison Square Garden. 3 weeks ago, she was saying there was only 32 days left, right? And she's reading it like, there's 32 days, and it stopped. And she went, there's 32 days. 32, 32, and I was watching. Today we got 32 days until the election. So 32 days. 32 days. Okay, we got some business to do. All right. 32 days. And we know we will do it. He said, this isn't pretty. 32. She was gone. And then, damn it, it kicked back on. She was gone. So you're up there all alone. We don't go 32, 32, 32. Oh, my God, whatever. Kamala Harris is a train wreck who has destroyed everything in her path. Un des bouts que j'ai aimé dans le podcast avec Joe Rogan, c'est l'obligation pour les candidats à la présidence des États-Unis d'avoir un test cognitif et un test de IQ. Et je pense que nous devrions également exiger au Québec et au Canada... Non, attends un peu, là, tu t'embarques dans quelque chose. non, tu t'embarques dans quelque chose. Pourquoi? Ben là, il reste plus grand monde. Ben non, c'est qui va passer. Voilà. Voilà. Ben, moi, je veux savoir. Je veux savoir le... Moi, au Parlement à Québec, moi, il n'y en a pas 5 qui passent. OK, on met la barre où? Dans le test de IQ, on le met-tu à 100? On le met-tu à 95? On le met-tu à 105? On le met où? Les grands génies ont 140, là? Ouais. Elon Musk, on l'a déjà su. Ben, fouille sur Google, ouais. c'est sûr que tu l'as quelque part. C'est sûr que ces gens-là sont aux alentours de 140. Je ne sais pas où mettre la ligne, là. Et on parlerait de 155. Pour Elon Musk? Around. Wow! Ben, regarde, où tu mettrais la ligne? C'est quoi le average? Peux-tu demander le average IQ des humans? Je pense que c'est 95-100. Je sais qu'il y a des civilisations qui étaient à 85. Le mettre average, ça serait correct. OK, on tolérerait d'avoir average? Oui, mais Jeff, average, il en passe 5. Average, il en passe 5. Christophe. On parle de As-tu vu la gang d'abrutis qu'on a sur place? Ouais. Christophe, average, si on met pas ça, tu mets ça à 120, il va y avoir personne. Non, je ne mettrais pas ça à 120, par exemple. À 120, les gens font d'autres choses dans la vie qu'être politicien. Là. Qu'est-ce que ça donne comme average? On parlerait de entre 90 et 109. OK, ça, c'est regarde, moi, je le mettais à 100. Mets ça à 100. Je suis pas mal là. Mets ça à 100. Okay. Moi, je le mets à 100. Ouais. Donc, à 100, tu fais un ménage déjà. Là. OK, mets-le entre 100 et 105. Non. Jerry, il y a des noms dans la tête. Là. Non, mais il y en a plein qui passent pas. Là. Alors, il y en a plein. La majorité ne passe pas. La grande majorité. Je ne vais même pas les nommer. Là. Non, c'est. Mais je vais Les nommer... purs abrutis, Jeff, là, c'est à la grandeur de la place. Là.
C'est spectaculaire, là. Trudeau passe pas, là. Non, Trudeau passe pas, certain. Mélanie Joly Elle passe pas non plus, là. Non. Je suis obligé de te dire qu'il y en a une coupe qui vont passer. Genre Guilbeault, pas tant de Guilbeault va passer. Je parle le gars d'environnement, là? Oui, Guilbeault passe. Oui, il va passer. Moi, je me vins sur Guilbeault, il passe. Oui. Moi, je suis pas sûr. Oui, il va passe passer. Guilbeault. Guilbeault va passer. Oh, oui. Ben, tu sais, ça veut... faut faire attention. Là. Ça veut pas dire que le gars, parce qu'il a des mauvaises idées, qu'il n'y a pas C'est d'IQ. ça. Là. Il y a des gens très brillants qui ont des très mauvaises idées, très mauvais. Tu peux être très intelligent pour avoir un mauvais jugement aussi. Ça, je dois le dire. Là. Tu peux avoir un très haut IQ, mais avoir un mauvais jugement. Oui. Il y a du monde avec un très haut IQ qui ne sont pas fonctionnels. Hein, tu savais ça? Oui, ça, c'est sûr. Ils ne sont pas fonctionnels du tout dans la société. Là. Ben, c'est clair. Sauf que même si tu étais fonctionnel avec 90 de IQ, je veux pas que tu m'aides ma place. Comprends-tu? Je veux pas que tu m'aides la place. Je veux pas... Écoutez bien, là. François Legault, je serais très curieux. Ouais. François Legault, je serais très, très curieux. PSPP, probablement... PSPP, probablement au-dessus de 105. Ouais, sûrement. C'est juste que lui, son problème à lui, c'est... Ben d'abord, lui, il parle des robots en ce moment. Oui. Ça, c'est l'autre affaire. Robot. Regarde, c'était une des plus belles jokes de la fin de semaine. Ça en prend des jokes de même. Tu sais, il veut dire, première neige, deux, trois petits grains de neige qui tombent, le monnaie, ça te prend une joke. Donc, bravo au PQ pour la joke du week-end. Puis Gabi, lui? Gabi va être dans la average, je pense. Gabi va frôler le 100. Moi, je pense que, regarde, Gabriel Nadeau-Dubois, j'ai l'impression qu'il essaie de se présenter comme quelqu'un de brillant. Mais à un moment donné, quand il parle, on se rend compte, tu dis, ouais, on me semble que c'est pas si, tu sais. Ouais, mais je vous le dis, là, pour se rendre à 100, je sais que plusieurs ne passeraient pas le test, mais pour se rendre à 100, ça prend pas énormément de patentes dans le coffre au-dessus. Je veux dire, c'est pas si dur que ça. Là. Mais il y en a qui passeraient pas pareil. Là. Test cognitif et test de IQ pour les gens qui se présentent en politique. Puis, je vais me reprendre. Je ne vais même pas mettre un threshold. Je ne vais même pas mettre une ligne. Je veux juste le savoir. Je veux savoir qu'est-ce qu'il y a dans son compte de banque quand il rentre. Je veux savoir sa valeur. Je veux qu'il y ait un comptable qui ait calculé la valeur de la personne qui rentre en politique. Oui. Incluant les personnes liées. Donc, ça veut dire sa femme et ses enfants. Et je veux que le même comptable, le même bureau de comptable fasse le même exercice à la fin de sa vie politique. Qu'on compare. Ensuite, on aimerait avoir le IQ et on aimerait avoir le test cognitif. Ouais. Puis le cognitif, il faut qu'il soit annuel. Le cognitif, il faut qu'il soit annuel. Parce que Biden, l'année de cognitif, il a disparu. Il a commencé à diminuer. C'est sûr que quelqu'un de 50 ans, pas annuel, là. Tu sais, je veux dire, mais si vous êtes quelqu'un de plus... Un gars comme Trump, il dit, moi, je suis d'accord avec ça, là. Oh. Il dit, moi, si vous voulez me passer un test cognitif à tout bout de champ, j'ai aucun problème avec ça. Donc, lui, il n'a pas peur de ça. Le IQ test, excusez-moi, Kamala Harris passe pas, là. Non, Kamala Harris n'est pas triple digit. Kamala Harris, c'est une double digit. C'est-tu 96? C'est-tu 91? Une chose est sûre, elle n'est pas 100. Elle n'est pas 100. Kamala Harris, c'est une pure tarte, pour vrai, là. Et les gens pourraient voter pour elle pareil. Donc, c'est ça mon point. Pas nécessairement... La démocratie, on n'est pas là pour commencer à faire un nettoyage, parce que ça, c'est une forme... Non, la démocratie, les gens mettent leur face sur un poteau. Tu veux dire qu'elle aurait le droit de se présenter pareil? Oui, mais on le saurait. On le saurait. Oui, c'est ça. Donc, mettons qu'il y a, à la convention démocrate ou la convention républicaine, il y a 12 candidats. Tu sais toutes deux autres. Tu sais qu'est-ce qu'ils valent. Tu sais la couleur de leur bobette. Incluant, avec un test cognitif, comment ça se passe en haut. Puis deuxièmement, qu'est-ce qui se passe avec l'intelligence en tant que telle. Ça serait la moindre... J'ai trouvé ce bout-là très intéressant parce que c'est quand même... Bon, le Canada, c'est un pays de cul, là. Québec encore plus. Mais c'est quelque chose qu'on devrait... Et je dirais même une chose. Moi, je serais prêt à le passer en passant. J'en ai déjà passé un.
il y a longtemps. Donc, habituellement, même si on vieillit, puis probablement que le cognitif a quelque chose à voir avec notre intelligence, j'imagine qu'on tient pas mal les mêmes chiffres avec les années. Mais je serais que pour que tout le monde en passe un, incluant... Tu sais, hier, je prenais l'entrevue de Guillaume Lepage avec Valérie Plante. OK. J'aimerais ça savoir aussi, les deux. Parce que ça valait pas haut, hein? On n'était pas dans la grande ligue, là. On était dans une ligue de garage où ça patine, ça bottine pas mal. Ça manque un peu de panache, le patente. Ça manque un peu de panache. En tout cas, j'ai trouvé que l'idée de Trump, elle est excellente. On doit savoir, surtout aujourd'hui, avec tous les défis qu'on a, tout ce qui nous arrive alentour de nous autres, on a besoin de savoir. Je sais une chose, Éric Duhaime a un très bon score. Ah, définitivement. Éric Duhaime, si on faisait les 125 qu'on ajoutait Éric Duhaime dans la gang, probablement que Duhaime serait dans le top 10. Peut-être top 5. Peut-être top 3 même. Peut-être premier même. Parce que Éric est bon, mais les autres sont faibles. Les autres sont vraiment, vraiment... J'ai trouvé que cette idée-là de Trump, elle est extraordinaire. Test de QI pour tous ceux qui veulent se présenter à la présidente des États-Unis, mais on met ça à grandeur. PM du Canada, PM du Québec, maire d'une ville, chef d'un parti politique. Boum, 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 boum. 68% du monde, on est entre 85... t'as peu. On est entre 85 et 115. Donc, 68% du monde. On est entre 85 et 115. OK. Moi, je te dis qu'il y a 13,5% du monde. On va arrondir à 14. Il y a 14% du monde qui sont en bas de 80, sont entre 70 et 85. Beaucoup de journalistes. Moi, je dis que là-dedans, il y a énormément de politiciens. Ouais, un politicien, journaliste. Puis, retard mental, c'est en bas de 70. Retard mental, c'est en bas de 70? Bon, retard mental, c'était un problème. Mais Kamala Harris n'est pas triple digit. Mais il y a quand même 14% du monde qui sont entre 70 et 85. Quand même. Vous savez ce que je pense, là? Ben oui. La majorité des politiciens, c'est des purs abrutis. Ah, mais ça faisait longtemps qu'on n'a pas fait un petit Damn Yankees. Mais on en jase encore plus parce que la beauté du podcast, c'est qu'il n'y a pas de timing. On a les deux pieds sur le pouf dans la version Prime. On prend un petit cognac, Jerry, on fume un gros cigare et on parle de tout ce qui se passe avec les élections américaines. Si ça vous tente de vous joindre à nous autres, allez sur radiopirate.com, la version Prime. Il y a une semaine gratis. Ah ouais, allez-vous-en, allez-vous-en. Radiopirate.com. The Revolution. Radiopirate.com. Oh. Hit me. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Hit me. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Une petite boîte. On l'a vu au rassemblement de Trump. Il y a un cave qui est allé parler. OK. Le fameux cave. Tu sais, le cave, là. Elon Musk. Ah oui, lui, il est cave. Le cave, c'est un cave. Ben oui. Elon Musk, c'est un cave. C'est quoi, c'est 155 de QI? Oh oui, c'est un genre de cave. Ben oui. Pour plusieurs analystes politiques, beaucoup ici, Musk, c'est un cave. Mais pendant que Musk faisait ses affaires en fin de semaine... Il y en a un, le gars de Radio-Canada, il est allé dire cette semaine... je vais te faire entendre ça. Il est allé... Ben, pas te faire entendre. Je vais juste te dire ce qu'il a écrit sur X. Parce que tout est permis. Là. Je veux dire, sérieux, c'est complètement crazy. Là. C'est tout ce qui... C'est complètement crazy. Le gars s'appelle Arnoux, c'est ça le... Frédéric Arnoux. Frédéric Arnoux de Radio-Canada. Frédéric Arnoux. C'est un gars qui est là. Écoute, moi, j'étais petit, puis il était là. OK.
Mais Frédéric Arnoux, au cours de la fin de semaine, il est allé dire que quand Musk est arrivé aux États-Unis, Musk était pas legit. Comprends-tu? Donc, c'était comme un genre de gars dangereux qui était illégal. OK. Voyons. Le gars est parti de l'Afrique du Sud, puis... OK, je lis son tweet. Bien avant de devenir l'un des plus grands donateurs et collaborateurs de la campagne de Donald Trump, Elon Musk, né en Afrique du Sud, a travaillé illégalement aux États-Unis alors qu'il lançait sa carrière d'entrepreneur après avoir abandonné un programme d'études supérieures en Californie. C'est laisse-tu, hein? Mais c'est de l'acharnement complètement sauté sa tête. Là. C'est fou raide, là. C'est incroyable. Non, mais c'est comme... Le gars, c'est un gars de Radio-Canada payé par nos impôts et nos taxes, je vois le vert. Comment peux-tu aller raconter une histoire aussi folle? Ça, c'est le même gars qui a fait le reportage nazi. Là. C'est le même gars. Oui, c'est le ça. même gars sur l'histoire Ah, du lui, Madison Square Garden et tout. Oui, Attache-le quelqu'un, si boire. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Musk? Ben, en fin de semaine, SpaceX, la fusée Falcon 9, la roquette, elle a envoyé en fin de semaine 22 satellites Starlink. Mais 22 d'une claque. Quand même. Mais là, quand on regarde ça, parce que je disais un peu là-dessus, je trouvais ça intéressant. Puis, c'est le 73e lancement de fusée cette année de Starlink. Ben, pour Starlink. En majorité, c'est Starlink, mais il y a pour d'autres choses aussi. Donc, le Falcon 9, c'est 73 lancements à Cap Canaveral. Il y a eu 100 lancements au total. Donc, il y en a eu aussi au Kennedy Space Center, qui est à peu près quoi, une douzaine de milles de Cap Canaveral. Puis il y en a eu aussi en Californie. Mais Trump, c'est un cave, là. Le projet Starlink... là, pas Trump, Musk. Excuse-moi, Musk, c'est un cave. Ben oui. Le projet Starlink, c'est un des projets les plus capotés. Puis on dirait qu'on prend tout pour acquis aujourd'hui. Oui, on dirait que c'est tout facile. Hein? On dirait que tout est facile. On prend tout pour acquis. Ben oui, voyons, franchement. Dans l'espace, le projet, c'est 12 000 satellites dans l'espace. Il y en a 6 426 présentement. Il y en a 6 371 opérationnels. Il y en a 55 satellites de Starlink qui ne fonctionnent pas, soit brisés ou soit pas activés encore. Et plus tard, et là, la twist, là, le projet, c'est 12 000 parce que 12 000, c'est ça que SpaceX, ils ont une permission. C'est maximum 12 000. Mais lui, plus tard, ils veulent monter ça à 30 000 satellites. Parce que quand on va aller sur Mars, on va avoir besoin... Hey, c'est-tu révolutionnaire? C'est-tu futuriste? Moi là, tout ce que fait SpaceX, je trouve qu'il y a... Je ne sais pas si je l'avais remarqué, là. Pas beaucoup de publicité de ça. Si ça veut dire, mettons que le projet, c'est la NASA. Mettons que enlève Musk, enlève SpaceX. Mais pour des journalistes, l'histoire que c'est faite par des entreprises privées, c'est les écarts bien raides. C'est les écarts, totalement. Moi, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup... Tu as raison. Hey, on s'entend-tu qu'on s'en va dans quelque chose d'extraordinaire? Et pas juste ça, c'est que partout sur Terre, c'est ça le projet, partout sur Terre, tu vas avoir accès à de l'Internet. Partout. Il n'y a pas une place à la boule. Tu veux dire que je vais être dans la forêt quelque part, dans un désert quelque part. Non. Partout sur Terre, on va voir l'Internet. Donc, le projet, encore 22 satellites en fin de semaine. Boum, ça part. Boum, boum, boum. Mais c'est comme si c'était normal. Mais c'est un projet tout à fait incroyable. Et cette compagnie-là, et je me répète, je l'ai déjà dit une fois, ça va être la compagnie, une compagnie privée, mais ça va être la compagnie qui va avoir le plus de valeur. En 2050, SpaceX va valoir plus en valeur que les 4 autres compagnies qui vont la suivre. Tu vas faire le top 5, les compagnies avec le plus de valeur, la numéro 1 va valoir la 2, 3, 4 et 5. Donc, c'est tout à fait capoté. Et c'est où qu'il n'y a pas de satellite présentement? Non, pas de satellite, non. C'est où
qu'on ne se sert pas de Starlink en Amérique du Nord. Cuba, Venezuela, Nicaragua. Les gens n'ont pas accès à Starlink. Ils pourraient avoir accès à Starlink, puisqu'il y a des places en Afrique qui ne l'ont pas encore. Mais ils rouvrent tranquillement. Mais quand tu regardes la carte, c'est le fun, quand tu vas sur Starlink, tu regardes la carte là, présentement, là, ça couvre énormément. Là, c'est sûr que là, on rentre en Afrique, ça prend des autorisations de faire de même. Là. Et il y a un pays énorme qui est en attente d'être régularisé, dans le sens que ça prend le OK du gouvernement. Une place qui a pas mal de monde. En Inde. Starlink, c'est pas disponible en Inde, mais en ce moment, ils sont en attente de l'être. C'est un marché incroyable, ça, pour eux autres? Énorme territoire. Et, regarde, c'est... Musk, là, c'est un pur génie. Là. Et ce projet-là est tout à fait extraordinaire. Hey, le baril de pétrole, de même. Qu'est-ce qu'il y a avec le baril de pétrole? Le baril de pétrole, là, il est passé de, quand même depuis vendredi, là, 72 piastres à 67 piastres. Boum! C'est comme un 7 % de moins. Wow! C'est son plus bas niveau. Au début septembre, je pense qu'il avait tombé dans ce coin-là, dans le coin de 67, 108. Donc, c'est le plus bas niveau de l'année 2024. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le baril de pétrole baisse? Ralentissement en Chine, il y a plusieurs raisons, je vois mes soins. Il y a un ralentissement en Chine, la demande. Donc, il y a une surabondance en ce moment de l'offre. L'offre et la demande. Et les frappes israéliennes en Iran qui ont eu lieu en fin de semaine. Donc, Israël est allé frapper des points stratégiques. Mais ils n'ont pas touché des sites énergétiques. Donc ça prouve une chose. C'est que Israël voulait passer un message à l'Iran. Il aurait pu faire tout sauter. Là. Tu sais qu'ils ont tout avisé avant d'attaquer. Oui. Ils ont dit, on va attaquer telle affaire, telle affaire. Telle affaire. Et voilà. Mais ce qu'ils ont attaqué, c'est les systèmes de défense des sites pétroliers. Donc là-bas, les sites pétroliers, ils ont comme des espèces des genres de batteries antiaériennes. C'est ça qu'ils ont frappé. Ils n'ont pas frappé les sites pétroliers, ils ont frappé les systèmes de défense. Ça, c'est pour dire... C'est un message. Voilà, ils ont passé un message. Mais pour les traders, ils vont dire, OK, Israël se garde une gêne, on va le dire de même. Donc, c'est ça qui a fait baisser, carrément, le baril de pétrole. Donc, je ne sais pas si dans une semaine ou deux, ça va paraître un petit peu à la pompe. Je sais qu'on a un petit break de temps en temps. On va quoi, du 1,55, là? Je ne sais pas trop. Ouais, mais je pense qu'on a déjà payé 1,45 au Costco hier. Bon, c'est ça, dans ce coin-là. On a l'impression que c'est bas. Hein? On a l'impression c'est terrible, pareil. Oui. Parce qu'on est habitué de voir du 1,70. Oui, mais à 67 piastres le baril, on devrait être aux alentours de 1,10. Oui. Les crosseurs nous crossent encore. D'ailleurs, je suis avec la gang du... Je pense que c'est la CAQ qui veut exiger qu'on indique le profit de ceux qui nous vendent de l'essence pour que, donc, les prix à la pompe, on ait une ventilation des prix. Moi, plus on a de l'info, mieux c'est. Des fois, 95 fois sur 100, la CAQ, ils me tombe ses nerfs. Quand ils ont un bon coup, il faut le dire. Si ils vont au bout de ça, cette affaire-là, garde très d'accord avec ça. Qui nous crosse? C'est ça, on veut savoir qui nous crosse. Oui, parce qu'à un moment donné, à Québec, on payait très, très, très cher. Puis... t'es là au Saguenay, c'était 15 cents de moins. Oui. Je l'ai fait cet été, je l'ai vu. 15 cents, c'est de l'argent de tabarouette, là. Mets ça au bout de la semaine avec 2 chars dans le cours, oui. On va dire de quoi, puis mets ça par 52 semaines par année, c'est toute une différence, ça. Méchante différence. La guerre Russie-Ukraine, c'est incroyable, on n'en parle presque pas, là. Ça veut dire c'est quelque chose qui est rendu comme normal, là. Puis, mais là, il se passe quelque chose, il se passe des affaires, des nouveautés, comme on dit, il se passe des patentes. Si on regarde une carte, OK, la carte du monde, donc vous regardez la carte de la Russie, regardez juste du côté du Japon, du côté de la mer il appelle ça la mer du Japon, en fin de compte. Regardez, il y a une frontière commune entre la Russie et la Corée du Nord. La frontière commune, c'est la plus petite frontière commune entre deux pays dans le monde.
Ils ont juste un petit bout de collé. Ça a 19 km de long entre la Russie et la Corée du Nord. Juste un petit bout de frontière. Et là, présentement, dans ce petit bout de frontière-là, il y a une porte qui est ouverte. Mm-hmm. Et qu'est-ce qui passe dans la porte? Des Nord-Coréens. Des soldats. Des soldats qui traversent en Russie puis qui sont déployés sur le front. Ils sont déployés. Là, on parle de 3000 hommes présentement nord-coréens sur le front en Russie, le front ukrainien-russe. Et on parle de 15 000. Comment c'est du monde? 15 000 soldats nord-coréens qui pourraient venir en aide. L'affaire aussi, c'est l'histoire. Là. C'est qu'en Russie, là, OK, il y a... Ça, c'est les statistiques. Le nombre de morts russes et ukrainiens, on n'a pas les chiffres officiels. Les vrais chiffres, je pense que c'est seulement que les généraux qui les ont. Même, je pense que l'ONU ou d'autres pays, d'autres organisations, ils n'ont pas les vrais chiffres. Je sentais qu'il y a de la cachette là-dedans. Donc, la Corée du Nord, quand on regarde, c'est 99,9% de la frontière, c'est la Chine. Mm-hmm. Et il y a un petit bout dans le genre de c'est quoi la mer qu'il y a là? C'est la mer du Japon. La mer du Japon? Oui. Donc, au nord du Japon, il y a une genre de mer intérieure. C'est ça. Et les Japonais, eux autres, ben, ils voient un bout de la Russie parce qu'il y a un bout qui descend de la Russie. Là. Oui, il y a un bout c'est ça, exactement ça, là, qui fait la côte. Là. Ouais. Y a-tu quelque chose de développé dans ce coin-là? Mais une chose est sûre, effectivement, il y a un petit bout gros comme rien. 19 km de long. 19 km de long. C'est capoté, ben raide. C'est la plus petite frontière entre deux pays au monde. Wow! Wow! Je savais pas ce bout-là, pas tout, moi. Mais en ce moment, c'est une passoire. En ce moment, là, c'est par là que passent les soldats. Ils passent par terre, ils passent par camion. Les soldats sont emmenés là-bas, en Russie. Et en Russie, ils vont les déployer complètement dans l'ouest du pays. Ils vont les déployer sur le front en Ukraine. Ce qui arrive, c'est que les Russes, là, OK, il y aurait 70 000 soldats russes de mort depuis le début de la guerre. Je vous le dis, les statistiques sont non officielles. Mais je vous sors les chiffres que moi j'ai, qui sont, si tu te promènes un peu, c'est à peu près les mêmes chiffres un peu partout, mais ce n'est pas les chiffres officiels, ça c'est sûr. Il y a 70 000 soldats russes. Je ne vous parle pas des Ukrainiens. Eux autres, ils disent qu'ils ont 80 000 morts, mais moi je dis que c'est le double, en tout cas. Mais s'il y a 70 000 soldats russes qui sont morts, là-dessus, tu as 14 000 volontaires. Puis il y a beaucoup de gens. Il y a un Russe qui est mort à la guerre, il avait 71 ans. C'est un volontaire. Lui, il voulait aller défendre son pays. D'autres, ils disent pas non. Mais viens-t'en. Il y a des volontaires. Mais ce qui arrive, c'est qu'il y a des volontaires, des citoyens qui sont crinqués, qui veulent défendre leur pays. Mais tu as l'autre twist. Les prisonniers. Poutine a fait un deal avec les prisonniers. Ceux qui veulent aller au front, ben, s'ils s'enrôlent dans l'armée. S'ils reviennent vivants, s'ils reviennent, sont libres. Wow. Donc ça a amené beaucoup de monde. Mais là... Le ferais-tu, toi? Mettons, il y a une guerre de matin, on libère les prisons pour faire cette deal-là? Si je le ferais? Ouais. Je sais pas. Je sais pas. Je trouve ça intéressant. Ben, moi, regardons. Ben, c'est sûr que quand ils vont revenir de la guerre, ils vont filer droite un peu. Ben, c'est sûr. C'est sûr qu'ils ne reviennent pas non plus. Là. Ben non, ça c'est sûr. Tant qu'à perdre mettons que tu as à choisir entre... faut faire enrôler la population. Ouais, j'espère qu'avant, on va prendre nos prisonniers. Avant de demander à nos enfants d'aller à la guerre puis qu'on les exige de le faire, j'espère qu'on va demander à nos prisonniers d'y aller en premier. Les Russes l'ont fait, là. Bon. Les Russes l'ont fait. Mais là, je vous parle de ça parce qu'il y a...
Parce que oui, tu as les prisonniers russes qui vont au front. Puis là, maintenant, tu as les gars de la Corée du Nord. Mais en réalité, c'est de la chair à canon. Ouais. La Corée du Nord, on entend-tu que les prisonniers russes sont plus ou moins formés, là? Ils lui mettent un saut, un gun, puis je comprends que sur le terrain, t'as des généraux, puis t'as un peu de monde là, qui traite ça. Là. Mais en réalité, là, la guerre présentement, il y a très peu de soldats hyper formés qui ont perdu la vie. Il y en a très, très, très peu. À date, c'est juste de la chair à canon. Et les Nord-Coréens, ce qui court comme rumeur, c'est que les gars qui envoient là-bas, mais c'est du monde qu'ils ne veulent plus voir. OK. Kim Jong-un, là. Oh oui. Il est pogné avec des espèces de il est pogné avec des gars qui ne savent pas trop quoi faire avec eux. Ouais, ils sont pas trop travaillants. Ça doit être surtout plus du monde qui sont pas pour lui ben là. Aussi. C'est pas mal plus ça, là. Aussi. Non, aussi. Donc, en réalité, c'est une drôle de guerre. Si on était nord-coréen, on serait à guerre, nous autres, là. Ben oui, le régime nous enverra à guerre, Jerry, là. Nous autres, on est en Corée du Nord, être comme on est, qu'on se tient debout. Nous autres, on est prisonniers, puis ils nous ont envoyés à la guerre. Ah oui, ils nous ont envoyés au front. Ben oui, ils nous ont envoyés au front. Oui. On va se débarrasser de cette petite gang-là. Là. En parlant de monde bizarre, les deux gars qui ont escaladé le pont Jacques-Cartier, là, il y en a un qui a commencé une grève de la faim. Ouais. Mais... Ouais, ça, c'est drôle en le attends un peu, là. Il trouve ça bien dur. Oui, parce que il dit qu'il est un détenu politique. Prisonnier politique. Oui, prisonnier politique. Il dit qu'à un moment donné, il était dans une salle, il y avait 17 détenus, puis il fallait qu'il couche sur un tapis à terre. Et j'ai failli pleurer. Ben oui, moi, j'ai pas pleuré sans une seconde. J'ai fait... C'est même. Le gars fait une grève de la faim. Bonne affaire. Oui. Pour la planète. Ça, c'est green. C'est très green, ça. Tu ne consommes aucune nourriture. Très, très green. Parfait. Je suis pas green dans ça. Donc, lui, il est green jusqu'au bout, là. Oh oui, regarde. On n'a pas de pépène ben, là. Zéro pépène. Ça, c'est vraiment prisonnier spécial. politique. Ben oui, prisonnier politique. C'est bon. Je lisais... Ça, là, c'est le début d'une patente, là. Vous ne pouvez pas savoir. Quel est le plus gros syndicat au monde? Je vous parle de syndicats indépendants. Tu as les syndicats qui sont reliés, mettons, aux professeurs, aux employés de l'État. Non. Les syndicats indépendants, dans le sens qu'ils n'ont aucun lien avec le gouvernement, dans le sens que c'est les syndiqués, ce n'est pas des employés du gouvernement. Le plus gros syndicat, c'est IG Metall. Le plus gros syndicat allemand et qui est le plus gros syndicat indépendant au monde. On parle de 2,4 millions de membres. Pardon, c'est énorme. Mais là, vous le savez, les pirates le savent, on en a jasé un peu. Volkswagen a combien d'employés dans le monde? Ben, dans le monde, je ne sais pas. En Allemagne, ils ont 120 000 employés. C'est énorme. Et là, Volkswagen, comme quelques marques automobiles, ils ont un peu de misère. Même des fois, un peu plus de misère. Donc, le chiffre d'affaires de Volkswagen, ça, là, cette nouvelle-là, c'est la nouvelle numéro 1 en Europe. Là. Je sais qu'il y a une mer qui nous sépare. Ça, je sais. Là. Mais le chiffre d'affaires de Volkswagen est en baisse. Donc, les marges de profit sont en baisse. En 2023, Volkswagen, mondialement, a vendu 9 240 000 véhicules. Puis cette année, en 2024, ils vont essayer, l'année n'est pas finie, de pogner le 9 millions. Donc, c'est genre 240, 250 véhicules de moins. Ça commence à faire de la toto, ça, là. Ça commence à faire du stock, là. Et en septembre dernier, il y a une nouvelle qui est sortie. Puis, dans cette nouvelle-là, il y avait 2 mots. 2 mots qu'en Allemagne, ils ne peuvent pas entendre.
fermeture d'usine. Ces deux mots-là, ça ne marche pas ensemble. Volkswagen n'a jamais fermé, depuis la fondation de la compagnie, jamais qu'ils ont fermé une usine dans leur histoire. C'est jamais arrivé. Et là, IG Metall, le syndicat, le plus gros syndicat allemand, puis le plus gros au monde, en ce moment, sont en train de discuter avec la direction de Volkswagen. Et sur la table, il y a quoi? Baisse salariale de 10 %, gel salarial pour 2 ans, puis pas de prime pour les cadres de la compagnie. Et je répète, baisse salariale. Hein? Trouve-moi une place dans le monde où il y a eu des baisses salariales. En Allemagne, la phobie du peuple allemand, c'est la perte de vitesse des entreprises industrielles. Là-bas, là, en Allemagne, là, l'industrie, ils n'appellent pas ça l'industrie, ils appellent ça le patrimoine industriel. C'est ancré en dedans d'eux autres. Les usines. On connaît le passé de l'Allemagne, comment ils ont été efficaces dans les usines. Ce peuple-là, c'est un peuple d'usines, là. C'est un peuple d'organisation, là. Mais le front qui s'en vient entre Volkswagen et le syndicat, oh boy! Mais ça détonne pareil par rapport à tout ce qui se passe, entre autres ici, là, où tout le monde va avoir des augmentations de salaire de 20, 25, 30 %. Là. Ça passe en crise en Allemagne en passant. Là. Ça brasse, tu dis? Hein? Non, c'est fou. C'est fou. L'Allemagne n'a pas été shaken même au niveau économique depuis la guerre. Là. Non, il se passe des affaires-là. Là. La réalité est plus là. C'est pour ça que c'était très irresponsable, toutes les augmentations qu'on a données dans le secteur public, qu'on va devoir payer là, en passant. Là. S'il arrive un downturn économique dans 1 an, 1 an et demi, 2 ans, on va être pogné avec des conventions collectives qu'on ne sera peut-être même pas capable de payer. Là. Ça se peut très bien. L'affaire, c'est que tu vas avoir, justement, du monde qui travaille, du monde qui sont avec le gouvernement, qui ont eu des augmentations de salaire très bonnes, et tu vas avoir l'industrie où c'est possible. On ne le souhaite pas. Mais si ça se passe en Allemagne, on parle de Volkswagen, puis ça se passe en Allemagne, en ce moment, là, il y a un stress en Allemagne sur le fameux patrimoine industriel. C'est comme ça qu'ils appellent ça, eux autres, là-bas. Eux autres là, sont stressés à cause de ça. Parce que le Volkswagen, c'est les premiers. Après ça, c'est quoi? C'est des baisses de salaire. Des baisses de salaire. Pensez à ça 2 secondes. Là. Mais si ça s'en vient ici, le monde, les gens du gouvernement vont avoir eu des grosses hausses de salaire, et le monde ordinaire vont plus avoir de hausse de salaire ou même peut-être des baisses de salaire. Est-ce que tu as vu les gars qui ont pris des cours de machinerie lourde? Oui. Puis qui n'ont pas de job? D'abord, premièrement, ils sont dans un secteur où il y a énormément de protection en ce moment, là, en plus. Puis, pour connaître des gars de pelle, c'est assez tranquille, là. OK? C'est tranquille, les amis, là. Oui. C'est tranquille. Le nombre de jobs qu'on a perdus... La seule raison pourquoi le Québec se tire la tête de l'eau un peu, c'est de l'endettement du gouvernement du Québec. Là. Toute la partie privée de l'économie, ça va pas bien, là. C'est pas le party là. Oh. Hit me! Hey, voilà pour un petit bout de boîte. On a le double. On a encore plus, pas mal de boîtes dans la version Prime. Avec Jerry. Hit me! Il y a une petite boîte. Pirater, c'est légal. No commercials, no limits. Radio Pirate. 100%. Jeff Fillion. OK, plusieurs choses à jaser dans la poubelle. On commence par... écoute, c'est un extrait de Choix Radio X. C'est la gang d'Hommes et d'Hommes avec Dan, les 3D, en fait. On pourrait les appeler comme ça. Donc, juste parce que vous savez que c'est un sujet qui me tient à cœur. C'est le sujet des... Moi, j'ai mes histoires dans ma tête. Là.
Il y a des patentes qui sont à moi. L'histoire du changement d'heure, là, ça fait pas 20 ans que je parle de ça. Ça fait pas, regarde, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans que j'ai ça en tête. Moi, c'est clair dans ma tête que si on garde l'heure avancée de l'Est, tout le monde gagne. OK? Tout le monde gagne. Ça veut dire quoi, ça? Ça, c'est l'heure qu'on a actuellement. Donc, c'est l'heure qui nous permet d'avoir des plus longues journées et qui nous permet, entre autres, l'été, d'avoir des journées qui commencent un peu plus tard le matin, parce que sinon, si on était à l'heure normale, eh bien, le soleil se pointerait à 3h45. Donc, si vous êtes, je dirais, influencé par la lumière pour votre dodo, si, mettons, on met l'heure normale l'été, tu te réveilles la nuit. Là. Tu te réveilles à 3h45, il fait clair. C'est sûr. Ce qui est plate, c'est que les belles soirées de juin où il fait clair jusqu'à 9h, 9h15, même chose au mois de juillet quand on va au festival d'été, eh bien là, on perd une heure. Donc, les journées les plus longues, ça va être 8h15 au lieu de 9h15. Au mois d'août, ça veut dire qu'au lieu de faire clair jusqu'à 8h moins quart, il va faire clair jusqu'à 7h moins quart. Donc, vous allez voir, ça va tout avoir un changement. Et là, partout dans le monde, on va parler de l'Amérique du Nord. L'Amérique du Nord, les premiers qui ont parlé d'un changement, c'est la Floride, OK? La Floride, on dit, nous autres, on veut garder l'heure avancée et c'est Rubio qui, depuis des années, essaie d'amener ça au Sénat pour qu'il y ait une loi qui passe à travers les États-Unis, comme de quoi que la côte Est demeurait à l'heure avancée, parce que tous les avantages sont là, OK? C'est sûr que la gauche va vous trouver des experts qui vont vous dire le contraire, mais soyez logique là, dans ce que je viens de vous expliquer là. Les avantages sont pour l'heure avancée de l'Est. Donc, l'hiver, si on est à l'heure avancée de l'Est, au lieu de faire noir à 4 heures, il fait noir à 5 heures. Par contre, on doit le dire, il va faire noir plus tard le matin. Oui. OK, les journées sont... Si on ne change pas d'heure, les journées ne sont pas plus longues. Je sais que la gang de Radio-Canada pense que oui, là, mais en réalité, c'est le nombre d'heures d'ensoleillement et de lumière est la même heure. C'est juste qu'on déplace nos activités en fonction de l'heure qu'on choisit. C'est-tu l'heure normale, c'est-tu l'heure avancée? Puis si on était l'heure avancée de l'hiver, il ferait noir à 5 heures au lieu de faire noir à 4 heures. Mais le matin, il fait noir plus longtemps. Ça veut dire qu'à 8 heures le matin, il fait encore noir un peu, là. OK? Quand les enfants s'en vont à l'école, il fait encore noir un peu. Sauf que là, ils sortent de l'école puis il fait noir. Là, ils sortent de l'école, il fait noir. Ouais, en novembre, en décembre. Voilà. Décembre. Exact. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi pour ça? Il y a... c'est ça. Donc, la Floride a commencé ça. C'est Rubio qui a amené ça au Sénat. Il y a eu toute l'histoire de la COVID. Il y a eu un paquet d'affaires, donc ça a été retassé. Mais ce que je veux vous dire, c'est que les Américains, eux, ils priorisent plus de changement d'heure avec l'heure avancée de l'Est pour tout le temps. Donc, l'heure avancée de l'Est deviendrait l'heure normale. C'est ça. C'est l'heure, c'est tout. Mais le Québec, elle se dit, l'endroit où il n'y a pas de secondaire 6, l'endroit où il y a un cégep, l'endroit où on ne peut pas envoyer nos enfants dans les écoles bilingues, le Québec, c'est toujours la patente à part de partout à travers le monde, toujours essayer de se tirer un rang. La raison pour ça, vous savez, c'est quoi? Le Québec fait tout pour nous garder esclaves. Il faut toujours être différent d'ailleurs. Nous autres, on est meilleurs que les autres. Mais il faut toujours fucker le chien avec tous les petits détails qu'on... C'est incroyable. Comment fucker le chien? Comment enculer une mouche? Le Québec est spécialiste là-dedans. Donc, le Québec, eux autres, ils ont demandé à des experts. Les experts ont dit... Nous, on ne veut plus changer d'heure et on veut garder l'heure normale de l'Est. Là, tout le monde dit « Ah oui, l'heure normale de l'Est. » Mais Chris, qu'est-ce que tu me parles là, l'heure normale de l'Est? Ça veut dire que le soir, t'aimes ça le soir, être avec des amis sur une terrasse, il fait clair jusqu'à 9h le 22 juin? Ben voyons donc. 9h, 9h15? C'est sûr. Là, ça va être 8h, 8h15. Mais sais-tu quoi, de ce que j'ai entendu, je sais qu'eux font référence à d'autres choses. Mais écoutons le bout audio qui a été diffusé à Radio X dans le show de Dom Moret, où ils font entendre un extrait de la gang de Radio-Canada, la radio de Radio-Canada. OK? Écoutez bien. Un peu légère, mais avec une priorité quand même, le changement d'heure.
C'est important, ça. Il y a eu un sondage, semblerait-il, et les gens sont assez clairs vers une position. Dan a voté 5 fois. Mais la seule chose, c'est que là, il y a une co-animatrice à Radican. Il y a un petit doute, là. Je suis pas sûr qu'on devrait faire ça. Voici la raison. Ce qui ressort vite, c'est que les gens veulent vivre à l'heure d'été, l'heure normale. C'était clair. C'est sûr et certain que les gens veulent de la clarté un petit peu plus tard. Moi, j'ai un doute en ce qui a trait à la chaleur. Vu qu'il fait de plus en plus chaud, on veut-tu vraiment du soleil de plus en plus tard? Oh, excellent. C'est incroyable. C'est incroyable. Saluer les boys. Ouais, c'est incroyable, c'est incroyable. Ouais, mais les boys n'allument pas sur une autre affaire. Moi, le faire réentendre. Ils n'ont pas allumé sur celle-là. Il y a deux gaffes là-dedans. Il y a deux gaffes. La première, c'est que ce que vous entendez, mais qui est la deuxième, en fait, parce qu'il y en a une qui a comme échappé. Là. La première qu'on entend, puis là, que les gars réagissent, c'est elle dit, ouais, mais là, avec la chaleur, sont-tu complètement sautés sur le crin, ce monde-là? Sérieux, là. Non, elle a peur de la chaleur. Eux autres, ils ont peur de la chaleur. Eux autres, 28 degrés, ça fait capoter. Mais elle pense que si on garde l'heure normale d'été, ça va être plus chaud. Non, c'est ce qu'elle dit, là. Mais il y a un bout avant. Checkez bien. On va le réentendre, OK? Checkez bien. Il y a un petit doute, là. Je suis pas sûr qu'on devrait faire ça. Voici la raison. Ce qui ressort vite, c'est que les gens veulent vivre à l'heure d'été, l'heure normale. Qu'est-ce qu'il vient de dire, Patrick Masbourian? Ils veulent vivre à l'heure d'été, l'heure normale, alors que c'est pas l'heure normale, l'été. L'été, c'est l'heure avancée. Mais eux autres, quand tu leur demandes, là, ils sont pour l'heure normale. Mais l'heure normale, c'est l'hiver. L'été, c'est l'heure avancée de l'Est. Donc, lui, il dit, les gens, ils veulent avoir l'heure d'été tout le temps. Il dit, ils veulent avoir l'heure normale. Oui. On peut-tu se comprendre, là? C'est pas ça pantoute, la patente, là. Hey, Chris, c'est assez de base, là. Clair. C'est sûr et certain que les gens veulent de la clarté un petit peu plus tard. Moi, j'ai un doute en ce qui a trait à la chaleur. Vu qu'il fait de plus en plus chaud, on veut-tu vraiment du soleil de plus en plus tard? Ouais, mais premièrement, le soleil. Si jamais on décide de prendre... Si jamais on décide d'aller à l'heure normale, qui serait une erreur, je viens de vous le dire, il va faire noir plus de bonne heure, de 1 heure. Parce que l'été, il y a aucune... il y a 2 scénarios, OK? Soit qu'on garde l'heure normale. Mais c'est parce qu'eux autres, dans leur tête, l'heure avancée est l'hiver. Donc, eux autres, ils se disent, si on s'en va à l'heure avancée, il va faire noir, plus à 9h15 au mois de juin, il va faire noir à 10h15. Là, elle dit, ouais, mais là, la chaleur, on veut-tu avoir la chaleur plus tard que... Je comprends son point, là, un peu, là, dans ce sens. Je ne veux pas la défendre, là, mais je comprends ce qu'elle veut dire. T'sais, coucher les enfants à 10 h le soir, puis il fait chaud encore, il fait 28 degrés. Je comprends ce qu'elle veut dire, mais c'est un peu bizarre comment elle dit. Là. Oh. Mais la vraie histoire, c'est pas elle. C'est qu'elle pense qu'on va gagner 1 heure l'été si on prend l'heure avancée pour toujours. Chris, pas drôle, là. Non, mais tabarnak, là. Ils sont à Radio-Canada, je vois le vert. C'est quand même la base, là. Interview le PM le matin. Quand c'est boire. Ouais, mais là, ça veut dire qu'il va faire noir plus tard. Non! Dans aucun des 2 scénarios, il va faire noir plus tard. Il y a un scénario où l'été, il va faire noir à même heure qu'en ce moment. Ou l'autre scénario, ça va être 1 heure de moins de clarté, là. Il n'y a pas de scénario de 1 heure de plus. Ding dong. Ça a l'air que c'est nous autres les épais. Ça a l'air que nous autres les drafts dans son sol puis toutes les petites patentes. Ça a l'air que c'est nous autres les épais. Tabarnache. Regarde, les épais sont pas mal plus péteux qu'on pense puis ils se prennent pas mal plus pour... regarde, ils se prennent pour tout, là. Mais la gang, ils sont pas sur le poste. Pas une seconde. Donc ça, c'est mon point numéro 1. Point numéro 2. Tiens, un peu. On va monter ça tranquillement. Point numéro 2... merci à Jim. Je ne sais pas qui a mis ça sur... Mais c'est Jim, notre chum Jim, qui a mis ça. On voulait juste savoir si Richard Latendresse pensait que la démission de Valérie Plante a été annoncée dans un bar et que tout le monde a crié quand elle l'a annoncé. Je vous annonce que je ne vais pas demander aux Montréalais un 3e mandat comme mairesse.
Bon, je dis à Richard Latendresse que ce vidéo-là n'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai, C'est pas vrai, là. Il n'y a pas de gens qui ont célébré le fait que Valérie Plante ne se représentera pas à la ville de Montréal. Quoi d'autre? Allons voir. Un peu. J'ai ça ici, dans mon petit bookmark ici. Leonardo DiCaprio. Leonardo fait partie de la longue liste des gens. En fait, je pense que toute la gang ou à peu près vote démocrate. Mais sérieux. Tu sais, je peux comprendre. Je sais qu'on a fait des petits bouts là-dessus, là, mais je comprends le LA Times et je comprends le Washington Post. Puis, regarde, je ne sais pas combien de personnes comme Pierre Martin du Journal de Montréal, le prof de l'UQAM, pas l'UQAM, Université de Montréal. Je ne sais pas combien de gens se sont désabonnés de Amazon Prime, mais parce que tu sais que Jeff Bezos est le propriétaire du Washington Post. Mais le Washington Post a décidé de ne pas endosser aucun des deux candidats. Et le LA Times a fait la même chose. OK? Donc, la ligne éditoriale, ils n'ont pas officiellement endossé. Parce que c'est une chose de ne pas être pour Trump, c'est une chose de ne pas être un républicain, c'est une chose de trouver que Trump est ci, que Trump est ça. Il y a beaucoup de maladies mentales là-dedans. Mais sérieux, d'endosser une conne comme Kamala Harris, c'est quelque chose pareil. Là. Tu sais, je veux dire, non, c'est en bon Québec, c'est une crise de conne pour vrai. Là. Elle est vraiment conne. On a rarement entendu quelqu'un d'aussi piochon que Kamala Harris. Mais c'est pas grave. Il y a comme une genre de tradition. Peu importe qui. Il mettrait un toutou aussi, puis il dirait qu'il supporte le toutou comme président des... C'est comme un automatisme un peu cave. Mais Leonardo DiCaprio qui va nous dire qu'il va voter pour Kamala Harris parce que Kamala Harris, elle a à cœur les changements climatiques. Earlier this month, Hurricanes Helene and Milton devastated parts of Florida, Georgia, and North Carolina. Families lost homes, livelihoods, and loved ones to some of the strongest Atlantic hurricanes ever recorded. These storms have done an... Aucun chiffre nous montre ce qu'il vient de dire là. En passant, mais ça, c'est des mensonges répétés par la gauche pour faire passer le pilule d'histoire climatique. Mais il n'y a rien de ces chiffres-là. Les stats que nous avons, absolument rien de ces chiffres-là nous montrent qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce que Leonardo DiCaprio nous raconte. Estimated $100 billion in damage, and make no mistake, these unnatural disasters were caused by climate change. Wow! Hey, des ouragans pendant la saison des ouragans. My God, c'est vraiment pas naturel. Qu'est-ce qu'il y a de plus naturel que des ouragans dans la saison des ouragans? D'après moi, c'est pas mal normal. C'est plate. Ça brise pas mal, de plus en plus de buildings, des buildings qui coûtent de plus en plus cher à remplacer, etc. Donc, effectivement. Mais il n'y a rien dans les chiffres qui nous montre qu'il y a un changement de comportement, que le nombre a augmenté, qu'elles sont plus fortes, etc. Absolument rien. Il était très, très déçu, d'ailleurs, que Milton soit si faible quand il est rentré dans le coin de Tampa Bay il y a quelques semaines. Mais come on, man. Leonardo DiCaprio. Je regarde sa maison. Je ne sais pas combien il y a de maisons. Il y en a plusieurs. Mais je regarde ici là, sur... c'est un article récent, c'est un article de cet été. Oui. Cette maison-là est de toute beauté. Là. Style un peu espagnol. Oui. Ah non, regarde, extraordinaire. Puis, sais-tu quoi? Bravo à lui. Ben là. Non, bravo à lui. Moi, je suis... Non, mais quand t'es green, Jeff, t'as pas une bâtisse comme ça. Puis t'es tout seul avec ta blonde. Là. Vous entends-tu? Quand t'es vraiment green. Là. Mais c'est un peu ce qui tente. T'sais, hier, Valérie Plante était à Tout le monde en parle. Les bouts que j'ai entendus sur X ce matin, elle parle beaucoup de transport en commun, puis elle parle de ce qu'elle n'est pas capable de faire, etc. Et c'est une fixation, l'histoire du transport en commun et du vélo. Mais je ne les vois pas en vélo, eux. Je ne les vois pas, eux, en transport en commun. Tu sais, à un moment donné, si vraiment c'est ce que... Il ouvre son vidéo avec ça. Oui. Si le gars est extrêmement riche, puis il a investi toute sa fortune dans des choses green, puis qui vit une vie, peut-être pas une vie de pauvre, mais une vie dans un genre de condo de 1000 pieds carrés. Oui, c'est ça. Le gars n'a pas de voiture. Le gars fait tous ses déplacements en transport en commun. Il prend des vélos. Il marche. Il ne fait pas de voyage tant que ça. Même qu'il a décidé de ne plus être acteur parce qu'il est trop riche.
Il n'y a plus besoin d'être acteur. Je suis installé, mettons, à New York ou à Los Angeles. Je suis à New York. Puis si jamais quelqu'un veut me donner un rôle, ben garde, je fais ça dans mon quartier parce que moi, je me déplace en vélo, en transport en commun. Je prends pas l'avion pour m'en aller tourner à Vancouver ou en Georgie. Je prends pas l'avion. J'ai une vie simple. Je suis végétarien. Je mange plus de steak. Je prends pas trop de douche. Ben, on va dire, OK, le gars, il est crazy, en esti, là, mais... Il est spécial, mais moins, c'est ça, là. Il est fucking crazy, mais au moins, il fait ce qu'il dit. Dans ce temps-là, il y a une forme de respect qui s'installe. Là c'est le magazine Elle. Oui. Donc, eux autres, c'est une entrevue avec DiCaprio puis la patente, là. Donc, il parle de sa maison, puisque c'est une affaire de décoration en même temps. Il parle de sa maison en Californie, elle que je te parlais il y a une minute. Il y a un pied à terre à New York. Je ne suis pas allé voir qu'est-ce que c'est, mais il y a un pied à terre à New York. Et il y a aussi une genre d'île privée dans le coin du Belize. Le gars est en jet tout le temps. Ben voyons. OK. Le gars a un des plus beaux bateaux que j'ai jamais vu de ma vie. Son bateau est extraordinaire. Non, c'est incroyable. Et vous savez quoi? Je ne veux pas y enlever. Mais what the fuck? C'est quoi que ces gens-là ne voient pas? Tu sais, je sais pas. Si t'es... Une journée de bateau, là, c'est mon gaz dans un an. Là. Oui. Une journée de mois, puis d'après moi, tu fais un saut. Là. D'après moi, c'est pas mal plus 1 heure de bateau. Là. Oui. D'après moi, c'est... Mes gaz, capitaine, mes gaz. Tu sais, je sais pas. On va impressionner un jeune de 25 ans. Oui, mais paye sur le gaz. Essayez de me raconter comment ce gars-là peut être là. Tu sais, comment... Puis, je répète, je veux rien y enlever, ce gars-là. Je veux rien y enlever. Il a tout gagné, il n'a rien volé. Il a eu du succès. Bon, il prend ses blondes un peu jeunes, c'est son histoire. Il y a eu des gros rôles, DiCaprio, puis il faut le dire. Moi, comme acteur, OK, c'est un gars qui a fait, qui fait un job. Comme acteur. Moi, son film Wolf of Wall Street, c'est écœurant. Là. Sérieux, c'est... Ça, c'est le genre de film que je peux réécouter plusieurs fois. Là. Un peu comme Top Gun, d'ailleurs. Ça ne faut pas que je le dise trop souvent. Mais je suis très Top Gun. Mais j'adore son film. J'adore ce gars-là. Là. J'adore. Bon, comme je vous dis, il est avec des filles un peu jeunes. Et ça, il commence à avoir... Il a 49 ans. Là. Il est sur la fin. Il va falloir à un moment donné qu'il en prenne des plus vieilles. Mais pourquoi tu me fais la leçon? C'est boire. Pourquoi? T'as pas besoin de faire ça. Dans les autres affaires que j'ai gardées dans la poubelle, tiens-toi, tu peux voir ici. Ah oui. Tout le monde abandonne un peu Kamala Harris, incluant la gang de Radio-Canada. Il y a bien des gens aussi, des observateurs, peut-être que vous en faisiez partie, qui disaient « Mme Harris n'a pas saisi suffisamment les occasions de se présenter, de dire ce qu'elle veut faire. Elle est qui? Elle veut faire quoi? C'est quoi son programme? C'est quoi sa vision? Qu'est-ce qu'elle veut changer? » On sait qu'aujourd'hui, les deux candidats sont au Texas. Mme Harris s'est fait questionner justement là-dessus aujourd'hui. On va entendre la question, on va parler de la réponse. Do you feel that in your messaging in these final days of the election, you're striking the right balance against Trump and talking about the specifics of your own policy enough? That is a balance that must be struck. There's no question about that. And I invite everyone who's watching to go to KamalaHarris.com, where you will see 80 pages of our policies on a number of issues. Nous, on a été un petit peu étonnés. On écoutait ça à l'équipe de la salle de nouvelles en préparation de l'émission. Puis on s'est dit, voyons donc, c'est pas vrai. Plutôt que de sauter sur l'occasion, justement, pour définir son programme, elle invite les gens à aller sur la page web de son parti. Michel, réaction? Elle est en retard sur toutes ces choses-là. Ils l'ont abandonnée. Tiens, ils sont en train de l'abandonner. Elle est en retard. Elle est en retard. Elle est en retard sur ces choses-là. Elle est en retard. Wow! Est-ce que je peux vous en offrir une petite vite avant de parler d'autres choses de le fun? Mais ça, c'est pour la gang de Cheap. C'est le dernier bout que je fais pour la gang de Cheap. Par après, on va faire ça pour nos gens sur Prime. Mais c'est quelqu'un que tu connais, que nous connaissons tous ici, qu'on aime beaucoup. Sa blonde fait un cours de marketing à l'Université Laval à Québec. OK? Et elle fait ça en ligne. Donc, cours de marketing, c'est business, c'est...
La personne qui parle, c'est la chargée de cours / la prof. Elle a une voix de bébé. Là. Regarde, on oublie la voix. Mais écoutez bien. Puis, je comprends que la femme de notre ami commun n'est certainement pas une endormie. Puis elle, ce genre de discours-là, à part à rire quand elle entend ça. Mais dites-vous que c'est pas la même chose pour probablement 20, 30, 35 plus jeunes qui ne sont pas confrontés à des idées différentes de celles que vous allez entendre. Eux autres, ils sortent de l'université et sont enragés de même. Là. Écoutez bien le discours dans un cours d'université. Ça s'est passé là. C'est passé vendredi. Cet exemple concret, on pourrait comprendre que certaines marques qui sont présentes chez Home Depot veuillent plus conclure de partenariat à l'avenir en raison des pratiques irresponsables de ce détaillant-là. OK, donc Home Depot, un des plus grands blue chips de la bourse américaine, la plus grosse entreprise de quincaillerie au monde, où vous trouvez toutes sortes de quincailleries. Je me parlais dans un podcast précédent de la qualité du pain. Il y a toutes sortes de qualités de pain. Quincaillerie, c'est la même chose. Il y a des quincailleries qui vous offrent beaucoup de schnoutes provenant de la Chine, puis le but, c'est de vous vendre beaucoup de schnoutes pas chères. C'est une belle business. Mais il y a d'autres qui font des affaires avec les meilleurs puis qui vous offrent un peu plus de qualité, un peu plus cher. OK? Home Depot a toujours été réputé pour être dans cette game-là, avec les gros fournisseurs, les gros joueurs mondiaux, etc., etc. C'est une compagnie très sérieuse. OK? Moi, je détiens du Home Depot dans ma patente là, parce que je veux avoir une retraite. Là. Donc, je prends des compagnies qui ont des dividendes, puis je prends des compagnies qui sont des compagnies sérieuses. Mais là, je viens d'apprendre de la bouche d'une prof de l'Université Laval que Home Depot, c'est pas une compagnie très sérieuse. C'est une compagnie qui est à la limite un peu dangereuse. C'est irresponsable de ce irresponsable. C'est une compagnie irresponsable. Ça continue, OK? On y va. Détaillant-là. Par ailleurs, pour les moyens de transport polluants, il est évident que l'utilisation de moyens de transport très polluants comme l'avion, c'est une pratique de distribution qui est non responsable. Sachez également que selon la Fondation David Suzuki, plus le délai de livraison est court, plus le... Cet exemple... C'est ça tout le long, là. Arrête! C'est quoi ça? Ben, c'est ça qu'ils apprennent à l'école. Après ça, vous demandez pourquoi nos jeunes votent QS, puis ils votent Trudeau, puis ils votent Valérie Plante, puis ils votent GND, toutes sortes de patentes bizarres. Qu'est-ce qu'ils sortent de là? Complètement fuckés. Ils apprennent que les transports de marchandises en avion, là, ça, c'est vraiment pas green, c'est vraiment pas bien, c'est vraiment... Voyons, t'es dans un cours de marketing. T'es dans un cours de fucking marketing. C'est incroyable. C'est un cours pour vendre, là. C'est ça du marketing, là, en réalité. Là. Tu veux vendre. Donc, ça s'est passé à l'Université Laval. Petit clin d'œil vite. Je sais qu'on se prépare pour l'Halloween. Il annonce quand même assez confortable, des températures même assez chaudes. Pour les gens qui suivent Jenny Bouchard sur Instagram, Jenny est déguisée en vache. Oui. Ben voyons. L'animal, là. C'est quoi la sorte, d'ailleurs? C'est de la Holstein. C'est de la Holstein. Mm-hmm. Étant IA, pas en IA, étant ding-et-dong. Oui. En fait, étant ding-et-dong. C'est ça qu'elle est. Donc, préparez-vous pour l'Halloween. Jenny est de toute beauté. Allez la voir sur... Noir et blanc. Ben oui, sur Instagram. Vive Jenny. Juste prendre une petite note ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre à part ça? Ah oui, en fin de semaine. En fin de semaine, il est arrivé quelque chose de capoté. Là. Je sais pas si... J'ai eu un message à un moment donné de Stéphane Lachance qui était pogné sur l'autoroute en plein samedi. Pogné pour rentrer sur le pont comme jamais. Donc, c'était quoi? 40 minutes à peu près d'attente pour rentrer sur le pont en plein samedi. Quel cauchemar. Aux alentours de 11h30 midi. Pourquoi? Pour des raisons qu'on ne sait pas trop. Depuis des mois, à chaque fin de semaine, ou presque, le pont de Québec est fermé. Et ça crisse le bordel. Et j'ai vu un message de Marceau en fin de semaine sur X.
Puis il a bien raison, parce que le pont La Violette a été fermé dans les deux directions avec des travaux imprévus pendant une couple d'heures, de ce que je comprends. Donc, pour les gens de la région de Trois-Rivières, il était impossible de traverser le fleuve pendant quelques heures. S'il y avait une urgence, il fallait qu'il fasse le tour par Montréal. Non, ça n'a pas de sens. J'imagine. Il y a peut-être un. Y a-tu un bateau dans le coin de Sorel? Y a-tu. Oui, il y a traversier. Là. Il y a traversé dans ce coin-là? Il y a traversier à Sorel, oui. Ou encore, tu t'en vas dans le coin de Montréal. Ou tu fais le détour par Québec. Un bord ou de l'autre, c'est à peu près le même temps. Mais à Québec, c'est fourré, là. Parce qu'à Québec, le pont de Québec était fermé. S'il arrive quelque chose d'imprévu dans la journée de samedi, oui, et que le pont La Porte doit fermer d'urgence, en fin de semaine, on n'aurait pas eu de pont entre... à part Montréal, on n'aurait pas eu de pont. Les seules choses qu'on aurait eues, c'est quelques voitures qui auraient pu traverser sur un traversier à la hauteur de Québec. Le reste, il était impossible de traverser le fleuve. Excusez-moi, là. On fait bric-à-brac en tabarnak. Ça, c'est irresponsable. Il devrait y avoir un deuxième pont à Trois-Rivières. Il devrait y avoir un deuxième pont à Trois-Rivières. Il devrait avoir 5 à 6 ponts à Québec. 5 à 6. Pas 2, pas 1,5, pas 3, pas d'histoire de... Il peut-tu y avoir 5 à 6 fucking ponts à Québec? Et ben voilà pour un bout de poubelle. Un plus long bout de poubelle dans la version Prime. Pour commencer la semaine, c'est le fun, une petite poubelle. Radio Pirate. Do you like it? Yeah. RadioPirate.com.